Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. J'ai fait une vidéo sur le carlin en disant comme titre le carlin n'est plus un chien et je vais revenir un peu plus en profondeur sur les conclusions de cet article et je vais vous citer aujourd'hui 22 citations. Il y a déjà la première qui arrive aujourd'hui, 22 citations qui sont issues de l'article et qui finalement permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec le carlin et pourquoi peut-être on en est arrivé là. Ça va vous donner des éléments de réponse. Donc, et ça vous permettra de peut-être mieux comprendre pour ceux qui ont envie de creuser sur qu'est-ce qui se passe avec le carlin et pourquoi il y a pour certains du carlin bashing, parce que j'ai eu une réflexion de quelqu'un qui m'a dit moi mes carlins sont en bonne santé, c'est du carlin bashing. Non, c'est pas du carlin bashing, mais on a un réel problème avec les races brachycéphales. Et justement, cet article-là de 2016, il fait le point, enfin de 2016, pardon, de 2022, mais ramené sur des éléments de 2016, fait le point. 22 citations pour mieux comprendre ce qui se passe avec le carlin. La sélection, première citation, la sélection artificielle, elle a conduit au chien domestique, le Canis lupus familiaris. C'est le chien qu'on connaît aujourd'hui qui finalement est devenu l'espèce de mammifère la plus distincte sur le plan phénotypique. C'est pas compliqué à voir. Lorsqu'on prend des chats, on se rend compte qu'il y a une certaine stabilité. Lorsqu'on prend des chevaux aussi, des vaches aussi, et finalement lorsqu'on regarde un chien, il a été beaucoup plus sélectionné de manière artificielle. La preuve, c'est qu'on peut avoir un dog allemand qui peut s'accoupler en théorie avec un chihuahua. Donc la différence ici de phénotype et d'aspect de l'animal, elle est énorme. Et ça, c'est un élément qui est important à comprendre si on veut comprendre justement pourquoi on a aujourd'hui tant de maladies liées à des races pures. C'est la première citation qui est intéressante. Les profils justement de santé sont nettement différents et sont apparus avec ces races de chiens modernes qui ne se ressemblaient pas. Et déjà à l'époque, on avait des configurations de conformation qui justement nous ramenaient un peu à cette fameuse brachycéphalie et qui étaient différentes de d'autres types de races. Et c'est là où finalement la brachycéphalie est née. Elle est née grâce à cette sélection qu'on a pu faire sur les races. Et des races comme le carlin, les bulldogs français, les bulldogs anglais, qui ont une configuration brachycéphale, hein. On dit la face plate, certains vont dire la face écrasée. Elles sont devenues extrêmement populaires au Royaume-Uni ces dernières décennies, mais pas que. La popularité, elle est mondiale. Les Américains, par exemple, hein, je crois, si je ne m'abuse, que l'an passé, le bulldog français est devenu la race numéro 1 aux États-Unis, détrônant le Labrador. Donc ça, c'est pas rien. Il y a des pressions, il faut le dire, ou en tout cas, il y a des gens qui se posent des questions, des gens qui s'inquiètent des problèmes de santé justement qui sont liés à la brachycéphalie et qui se basent effectivement sur des données mondiales. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule étude, il y en a plein qui nous disent les races brachycéphales ne sont pas en bonne santé, elles ont des troubles et leur bien-être est altéré. Effectivement, les acteurs majeurs ici au Royaume-Uni nous disent maintenant, et j'ouvre les guillemets, il faut s'arrêter. En gros, stop, on arrête là, stop, on arrête et on réfléchit avant d'acheter un chien à race à face plate, un chien à race brachycéphale. J'ai même vu des articles également ou de la pub aux Pays-Bas qui est assez actif en Europe aussi pour essayer de vous dissuader d'acheter des races brachycéphales, pensant justement qu'en en achetant, vous justement valorisez un peu la race, vous permettez à la race de se développer. Et pour eux, l'un des moyens d'arrêter d'avoir des chiens en mal-être ou malades à cause de leur brachycéphalie, c'est d'arrêter d'en acheter. On pense, on pense que les cariens, c'est issu au niveau d'une morphologie de chien à face courte, à bouche courte, qui ressemblait à un chien qui avait déjà été nommé ou documenté par Confucius 521 avant Jésus-Christ. Et donc, on va dire le berceau du carlin vient de là. Ça ne veut pas dire qu'il y avait déjà un carlin 551 années avant Jésus-Christ, mais il y avait l'ancêtre du carlin qui était là. Et à l'époque, on l'appelle le Pugnus. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Pugnus, ça veut dire latin, ça veut dire point en latin, parce qu'en fait, lorsqu'on regardait la tête de chien de côté, sur le profil, on pouvait voir que la tête ressemblait à un point fermé, et donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on parle un peu de pugnus, de point fermé. Il n'y a pas que eux, bien sûr, et bien sûr, hein, il y a tout le tas brachycéphales comme les bulldogs français, les bulldogs anglais. La petite taille, et ça c'est vraiment intéressant quand on
découvre un peu plus l'article, c'est que la petite taille du carlin, qui est combinée à ce visage plat, une grosse tête, des yeux exorbités et un front ridé, eh ben, ça suscite en nous certaines choses, et notamment des émotions plutôt positives. Et c'est pour ça que le carlin est célèbre, c'est pour ça que le bulldog français célèbre. Beaucoup de gens d'ailleurs, pas beaucoup, mais certains vont dire, moi j'aime pas, c'est moche. Peut-être, ça reste un avis. Mais généralement, ça génère en nous des émotions. Le fameux schéma du bébé. Ça ressemble à un bébé. Le front plissé, par exemple, ressemble au bébé. Peut-être pas les yeux exorbités, mais le visage également. Donc ça génère en nous une émotion. Et d'ailleurs, il y a un côté un peu infantile, c'est-à-dire un côté un peu enfantin de l'enfant, de l'animal, qui va rester à l'âge adulte. Et c'est ça qui nous plaît, dû justement à sa configuration et sa conformation spatiale. Et donc ça déclenche en nous des réponses nourricières. Et d'ailleurs, on va le voir que ces réponses, c'est dans la slide d'après, elles sont beaucoup plus, on l'a peut-être pas, mais beaucoup plus prononcées chez la jante féminine. La popularité des carlins, augmentation de cette popularité. On avait 2116 enregistrements en 2005, on est passé à 6033 justement en 2020, et on pense que la popularité, parce que là on est sur des chiffres de 2016, on pense que 2020, pardon, on pense que la popularité elle est en train de freiner un peu. Et moi je le vois aussi sur le terrain avec des gens qui nous disent, bah moi le carlin ou en tout cas le bulldog français j'aime beaucoup, mais j'en prendrai pas un prochain, j'en prendrai pas un deuxième ou un troisième parce que il y a trop de problèmes de santé. C'est pas forcément un discours que j'avais il y a une dizaine d'années où j'avais l'impression que c'était bulldog français un jour, bulldog français toujours. Moi j'adore la rage, je continuerai à en prendre même s'il y a des problèmes. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est moins vrai que ça. Et ben, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure avec justement des études empiriques qui ont démontré que cet attrait était supérieur pour la femme, ce qui me paraît un peu logique si on a ce schéma du bébé, qu'on est peut-être la femme qui soit un peu plus attirée que l'homme sur ce genre de race. Et comme je vous le disais, ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit, je ne me répète pas par rapport aux différentes recherches scientifiques. Dès que vous avez un numéro sur les citations, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que vous avez une étude scientifique derrière, et donc du coup un lien qui renvoie à cette étude si on veut en savoir plus. Ce que nous, on a considéré comme des traits faciaux, intéressants, attrayants, malheureusement, c'est associé à des problèmes de troubles qui sont liés à la conformation. La face écrasée va provoquer des problèmes de respiration, pas que tous les sinus, tout ce qui est à l'arrière du crâne est aussi écrasé. Et donc on a un syndrome qu'on appelle le syndrome obstructif des voies respiratoires brachycéphales, qui est une pathologie que tous les chiens ayant ces conformations-là souffrent malheureusement. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus de cette pathologie-là? On va avoir ulcère de cornée, on va avoir dystocie, donc des mises-bas difficiles. On apprend dans d'autres articles que par exemple le bulldog anglais, c'est généralement, même pas généralement, c'est 100% de césarienne. Parce que la conformation de la tête fait que la mise-bas naturelle n'est pas possible. Il en va de même avec le bulldog français où quand je parle à des éleveurs, ils me disent oui, nous on est quasiment, récemment je parle à un éleveur qui me disait oui, nous on est quasiment aussi à 100% de césarienne, et ce sont des césariennes qui sont programmées pour justement éviter les risques de dystocie, de blocage. Et puis donc, comme je l'ai dit, des troubles des voies respiratoires, donc supérieures. Il y a aussi un autre élément qui est important avec le carlin, et qui finalement est un des facteurs de risque l'un des plus importants peut-être avec lequel on peut être confronté, c'est l'obésité. Que ce soit chez les humains, que ce soit chez la souris, que ce soit chez le chien, le chat, l'obésité, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter les facteurs de risque de nombreuses maladies, et l'obésité d'ailleurs en elle-même est une maladie, et il se trouve que le carlin serait le numéro 1, l'une des plus fortes prédispositions à l'obésité au Royaume-Uni, ce qui est énorme. Et puis, il y avait également des prédispositions à 41 troubles, donc on prend 41 troubles ou maladies, et puis on regarde un peu la prédisposition, et il se trouve que le carlin était, on va le voir plus tard dans l'étude, parce qu'ils ont pris également les 41 et mêmes troubles, est fortement prédisposé à de nombreuses maladies. Et on va voir aussi qu'il y a certaines maladies contre lesquelles il est protégé, ouf, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors là, oui, ça c'est le Breed Health et Conservation Plan 2020. Donc je pense que j'ai pas été creusé là-dessus, mais je pense que c'est tout simplement le plan de conservation des races pour la santé du carlin, et qui identifie des pathologies contre lesquelles il faudrait justement lutter pour avoir une race, on va dire, améliorer la santé de la race. Et c'est justement le syndrome brachycéphale respiratoire, c'est l'épilepsie, c'est les problèmes
donc oculaires, souvent les ulcères des yeux, parce que si les yeux ressortent, ils se baissent facilement. C'est l'obésité, on vient de le mentionner. Il y a également une pathologie que je ne connais pas, c'est l'encéphalite du carlin. Donc ça veut dire un problème ici de cerveau, une inflammation de l'encéphale, donc du cerveau, du carlin. Les problèmes de cutané et le problème de colonne vertébrale. Ça, c'est vrai que moi, en tant que vétérinaire ostéopathe, quand je manipule un carlin, je me rends compte quand même qu'au niveau dos, c'est pas ça du tout, du tout. Et la configuration, la conformation de l'animal, elle est un peu, on va dire que la formation, elle est pas bonne, tout simplement. Elle est pas bonne. On a souvent un gros tronc, on a des vertèbres qui sont pas assez mobiles, et puis on va avoir des petites pattes. Je caricature bien sûr sur le carlin le plus typé. On va avoir des petites pattes un peu fines et un gros tronc, surtout s'il est obèse. Et effectivement, on a ici les pathologies les plus importantes qui sont des problèmes de santé prioritaires pour la race, selon justement ce plan de conservation lié au carlin, qui est un plan de conservation anglais. Ici, l'étude donc, qui me permet de faire cette vidéo met en évidence, émet l'hypothèse justement que le nombre de prédispositions aux troubles va dépasser le nombre de protections. Donc avant d'analyser les données, ils se disent ok, on a 41 troubles analysés, on est quasi sûr que pour la majorité d'entre eux qu'on va trouver, il y aura plutôt des facteurs de risque, et pour une minorité, on aura des facteurs de protection. C'est-à-dire que l'animal aurait moins de chances, ou aura moins de chances d'avoir ces troubles-là. Eux, ils pensent que c'est clairement ce qu'ils vont trouver. Les risques vont largement dépasser la production du carlin, et là, ils se basent forcément sur des hypothèses et des études qui étaient anciennes déjà à l'époque sur le carlin, et d'ailleurs sur toutes les races brachycéphales. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude-là pour aller encore plus loin par rapport à la vidéo où je dis que les scientifiques nous disent que le chien que le carlin n'est plus un chien? C'est qu'on a pris quasiment 1 million de chiens et on a analysé dans ce million de chiens 4308 carlins qu'on a comparé à 21 000 non-carlins, justement pour voir un peu les différences de santé entre d'un côté la race carlin et de l'autre côté 21 000 non-carlins qui sont des races toutes confondues. Et lorsqu'on regarde ça, on voit que les carlins avaient quasiment 2 fois plus de chances d'avoir au moins un trouble. Donc sur les 41 troubles qu'on a listés, les chiens avaient quasiment 2 fois, les carlins pardon, avaient quasiment 2 fois plus de chances d'avoir au moins un trouble, hein. Ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins un trouble. Et ça, c'est justement ces troubles. Lorsqu'on parle de ces troubles, on avait quoi? On avait le syndrome obstructif des voies respiratoires de brachycéphale, on avait les narines qui sont resserrées, hein, sténose des narines, on avait également l'ulcération de cornée, et puis effectivement, on avait aussi un peu de réduction, ça c'est clair. On avait également des troubles comme, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, des troubles comme le souffle cardiaque, le lipome et l'agressivité qui sont un peu moins présents chez le carlin. Donc on peut peut-être, je n'ai pas envie de dire applaudir, mais se féliciter qu'il y a quand même des bonnes nouvelles du carlin. Mais les mauvaises nouvelles, bien sûr, outrepassent largement les bonnes. Donc l'étude, elle souligne que les prédispositions, elles sont plus nombreuses que les protections, c'est ce que je vous ai dit, donc ils confirment, ils avaient cette hypothèse-là, ils la confirment, et que les carlins, il y a justement des défis en matière de bien-être qui doivent être relevés pour essayer de relever la race et l'avoir ici en meilleure santé. Et donc, justement, la conclusion, c'est ça, c'est que le carlin s'est considérablement éloigné des races de chiens traditionnelles, et d'un point de vue santé, on ne peut plus le considérer comme un chien typique. Ce que je vais dire un peu en provocation par rapport à la vidéo précédente sur le carlin, c'est que le carlin n'est plus un chien. C'est ce que veut nous dire cette étude. Et donc, justement, je pense que on revient au point de départ, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est le carlin. Je rentre un peu plus en détail pour ceux qui ont envie de creuser et ceux qui ont envie de savoir plus. Sachez que VetCompass a également parlé du bulldog français, du bulldog anglais. J'irai voir un peu ce qui a été dit bien sûr dans cette étude-là. Puis peut-être que je ferai pareil, j'essaierai de prendre les 20, 22 citations ou une vingtaine de citations les plus marquantes. À chaque fois, la citation ramène vers un lien scientifique, donc c'est assez solide ce que je vous dis aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Bye bye et à très bientôt. Ciao ciao.